Merci pour ce complément. Barbara Déméné, vous voulez réagir au de Pascal Perret? Est-ce que c'est à moi de... franchement, je suis horrifiée. Vas-y, Tony. Oui, Pascal. Oui, effectivement, on a pu discuter tout à l'heure, ainsi là, on avait dit que de toute manière, le principe de précaution n'est pas à l'antonym de le principe d'innovation. Pas du tout. Absolument pas. Le principe de précaution, vous dites, je prends juste le dernier exemple que vous avez dit, qu'il faut attendre des études d'épidémiologie avant de bannir une substance. Est-ce que vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'il faut attendre que tout le monde soit malade avant que vous cherchiez les causes de cette maladie. En 1800, la France a eu l'intelligence d'envoyer les géologues et des botanistes dans tous les coins de la France pour voir s'il y avait une corrélation entre l'iode, contenu de l'iode dans le sol et la fréquence de crétinisme. Et on a utilisé du sel iodé et on a banni. On ne connaissait pas du tout. C'était 100 ans avant qu'on a découvert l'hormone thyroïdienne. On n'avait aucune idée de la mécanisme. Vous racontez des bêtises. On a l'avis de la recherche. Patrick Lévy, un complément. On passe ensuite à la parole à la sur un certain nombre de ces points. Les études d'impact documentées, en l'occurrence sur les perturbateurs endocriniens, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu un travail de fond en termes d'études d'impact. Oui, je ne le dis pas. Sur les différentes options, donc on a quand même une certaine visibilité. Le sujet, d'un point de vue scientifique, a été quand même largement évalué par plusieurs groupes d'experts. Ça ne se résume pas à un recto verso aujourd'hui en termes d'études d'impact au niveau européen. Certes, vous avez raison de le rappeler, dans l'évaluation de certains textes en droit national, ça peut se résumer à peu de choses. Sur le rééquilibrage du principe de précaution, on peut vous rejoindre. Il faut lui adosser quelque chose, de rectifier. Mais aujourd'hui, c'est quand même un principe d'initiation, quelque part, qui paralyse l'innovation, la recherche en grande partie. Il ne faut évidemment pas le supprimer, mais il faut l'équilibrer avec peut-être un principe d'innovation, quelque chose qui permette de sortir de cette impasse aujourd'hui, à l'évidence. Je vais rejoindre partiellement Barbara Domenech sur l'épidémiologie. Car en effet, il est très compliqué aujourd'hui de monter, de financer et d'obtenir des résultats in fine qui ne sont obtenus qu'à très très long terme par rapport à ça. Donc, on a foi aux modèles expérimentaux qui sont la base de notre réglementation, mais par rapport à l'épidémiologie, on est plus, comment dirais-je, sur le retour d'expérience, sur la toxicovigilance, sur la pharmacovigilance et sur l'exploitation d'un certain nombre de données dont on a absolument besoin, ça c'est clair. Mais on peut difficilement l'inscrire comme un préalable. Boucler le processus seulement par cette approche-là, ça paraît extrêmement compliqué à mettre en œuvre, mais c'est un peu le safety net, c'est le filet de sécurité quelque part, qui exerce l'épidémiologie, la toxicovigilance, la pharmacovigilance sur ce sujet-là. Après la mise sur le marché, on doit être en capacité de pouvoir observer éventuellement des effets qui n'auraient pas été regardés, vus, appréciés sur des études expérimentales qui ont précédé la mise sur le marché des produits. Mais voilà, il faut quand même le rester. Damien Gaudifien, un complément? Un complément, et je pense que dans REACH, en fait, on est encore très loin d'avoir établi des normes vraiment fiables sur les perturbateurs endocriniens, et du coup, c'est vraiment restreint à une certaine liste de molécules, et il faut aller tendre vraiment à généraliser les études sur les perturbateurs endocriniens à toutes les molécules, pas seulement les listes du CORAP et les listes et c'est pour ça que ce que vous faites ici, à Romontane, est si important, parce que cette étude d'impact qui était faite pour les perturbateurs endocriniens par l'Europe, par définition, il était incomplet. Les gens qui le faisaient, le Joint Research Council, savaient que c'était incomplet, parce qu'on ne pouvait pas prendre en compte, par exemple,
les maladies neurodéveloppementales parce que simplement les tests n'étaient pas en place. L'OCDE n'avait pas encore mis en place le test pour savoir si une molécule agisse sur le système thyroïdien ou pas. Ils savaient que c'était incomplet, donc l'impact, le coût, par exemple, des maladies neurodéveloppementales n'était par définition pas dans ça. Et comme a dit Damien, les tests sont encore en voie de développement. Moi, je passe beaucoup de mon temps à Bruxelles dans des workshops pour les mettre à point les tests parce qu'on se rend compte qu'on a mis ces produits sur le marché sans les avoir testés. Je vous propose de passer la parole à la salle ou de prendre des questions qui sont sur le web. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Merci. Je voudrais que M. Perry nous dise qui représente exactement, parce qu'on n'a pas bien compris là, oui à l'innovation, c'est quoi? Et ça représente qui surtout? Alors, je vous réponds, monsieur, oui, l'innovation, ce sont des universitaires, des économistes, des géographes, pas de scientifiques, pour être tout à fait clair, des sciences de la chimie. C'est un groupe qui se préoccupe des questions d'innovation et notamment qui travaille sur l'idée du plafond technologique. Alors, ça ne concerne pas le débat sur les perturbateurs endocriniens, mais on est intervenu dans d'autres débats dans lesquels nous avons vu que la surréglementation constituait une sorte de plafond technologique et qu'on voyait donc les concurrents des entreprises françaises réaliser des percées de caractère technologique que le droit nous interdit en France. Ça nous a préoccupés parce qu'il y a une compétition des territoires qui est tout à la fois une compétition de création de valeur, une compétition en termes d'innovation. Je regrette que la France soit absente d'un certain nombre de débats. Je sors du territoire des perturbateurs endocriniens pour entrer dans celui du digital, par exemple. Et donc, notre préoccupation, c'était de replacer le principe de précaution dans son lit. Alors, je dois quelques mots d'explication sur ce sujet. D'abord, moi, j'accepte de faire évoluer ma position en écoutant des scientifiques qui me disent que les études épidémiologiques sont absolument essentielles. J'infléchirai notre position dans ce domaine et je défendrai votre parole, car il ne s'agit évidemment pas de faire courir un risque à la société. En revanche, sur la question du principe de précaution, son esprit au départ, c'était celui d'un principe de prudence, de protection, et il faut admettre que dans un certain nombre de domaines aujourd'hui, le principe de précaution est devenu, ou en tout cas interprété comme un principe castrateur, c'est-à-dire qui interdit non pas les résultats de la recherche, qui ne condamne pas les résultats de la recherche, mais la recherche en tant que telle, comme s'il s'agissait d'une fatwa un peu religieuse, les uns et les autres décidant sur la base d'expertise que j'ai décrite tout à l'heure comme populaire, mais en tout cas peu scientifique, de dire que tel ou tel sujet n'est pas susceptible d'être l'objet de recherche parce qu'il serait par définition mauvais. Donc j'espère avoir répondu pour partie à votre question. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour vous dire que ce groupe est financé par les activités, le produit de ma propre société, qui est une société d'études économiques. Nous ne sommes financés par, parce que je crois comprendre le sens de votre question, par aucun industriel du secteur dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Voilà. Je crois que c'est bien que vous restiez dans votre domaine et que vous ne donniez pas votre avis sur des choses que vous connaissez. Alors ben, le principe de précaution est ouvert au débat public, la question de l'innovation aussi, mais on écoute les scientifiques, monsieur, et on s'en inspire. Moi, je trouve plutôt intéressant de croiser. Mais vous pouvez réunir des gens qui sont... Entre les disciplines. Vous pouvez réunir des gens qui sont tous d'accord avec vous et vous aurez un débat intéressant. Non, mais je vous propose Le principe de précaution, s'il a pris cette allure-là, c'est peut-être la faute des industriels. Parce que le retour balancier, il va peut-être trop loin. Et est-ce que les industriels, on sait que les progrès chimiques, que l'industrie chimique avance, ça nous paraît essentiel. Hein, mais par contre, on s'aperçoit très bien que lorsque un produit chimique est déterminé comme dangereux, les industriels continuent à le produire pendant des années. Ils font tout ce qu'il faut pour le continuer à le produire. Or, ça veut bien dire qu'ils ne s'intéressent pas à la population. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à autre chose. Et on sait quoi. En plus, on s'aperçoit bien que les gens qui nous donnent
des avis à un haut niveau. Pour beaucoup, ils émargent chez les gens à qui ils donnent des conseils. En ce moment, il y a un grand monsieur là, qui est en train de passer en justice parce que donner son avis sur la pollution automobile et il est margé chez Total. Donc, on peut comprendre que la population devienne de plus en plus craintive. Donc, si le principe de précaution il a pris cette allure-là, il faut peut-être demander aux industriels qui revoient leur position, autre que financière. Patrick Lévy. Réaction. Je comprends votre point de vue, cher monsieur. Je ne sais pas si on entend ça fonctionne. De là à dire que nous sommes responsables de la dérive du principe de précaution, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter en l'état. Il n'y a pas plus d'industriels irresponsables que dans la population générale. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ayant connaissance de produits qui effectivement présentent des effets pour la santé et l'environnement. Quand je dérive, moi, à mon niveau, c'est une personne dans la salle. Quand les grands industriels dérivent à leur niveau, ça a beaucoup plus d'impact. Laissez-moi finir ma réponse, on pourra débattre. Aujourd'hui, les substances sont très bien évaluées. Prendre la responsabilité de continuer à mettre sur le marché une substance dont on sait qu'elle présente des risques. On parle bien de risques. Il faut bien faire la part des choses entre le danger, qui est la propriété intrinsèque d'une substance, et le risque, qui est une exposition. Parce que vous faites bien cette différence. Dès lors qu'il y a connaissance d'un risque sanitaire ou environnemental, il est devenu impossible de continuer à mettre sur le marché, extrêmement irresponsable. Vous avez des responsabilités sur le plan civil et pénal pour les actionnaires, pour les responsables de l'entité légale et pour les employeurs, qui sont considérables. C'est tout juste même pas possible du point de vue des responsabilités, du point de vue de l'éthique. Non, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce système. Les substances sont particulièrement bien évaluées. Les dossiers sont réévalués au niveau européen par des agents qui font leur travail d'évaluation en toute indépendance et qui rendent des avis sur ces dossiers. Je pense que c'est une vision que de penser qu'on peut encore continuer à agir comme ça. C'est pas possible. Ça va servir, alors donc c'est encore quelque chose qui évolue, donc ça veut dire que ça existe encore. Pas me prononcer sur un sujet qui n'est même pas jugé aujourd'hui, mais encore une fois, dans tout système, il peut y avoir des dérives, il n'y a pas de système fiable à 100%. Aujourd'hui, le cadre qui nous est donné au niveau européen est un système d'une grande fiabilité comparativement à ce que nous avions par le passé, comparativement à d'autres régions du monde. Et on peut être en confiance par rapport à ce que nous faisons en termes d'évaluation sur les substances. Je vous propose qu'on prenne une autre question. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vais changer revenir un peu sur le début de la soirée, c'est poser plutôt une question de compréhension. Vous avez parlé beaucoup de l'impact des perturbateurs endocriniens sur les nouveau-nés ou sur l'enfant, sur le développement du cerveau. Je voulais savoir si ça a un impact sur les êtres humains adultes. Et si oui, lequel et est-ce qu'il y avait des travaux? Merci pour la question, c'est une question très importante. Évidemment, moi je suis très préoccupée par cette période intra-utérine qui prédit qu'est-ce que va passer pour la santé de l'enfant et donc pour l'adulte. Est-ce que l'exposition à l'âge adulte ou à l'âge de puberté va affecter quelque chose la santé de l'individu? Probablement. Mais on n'a pas énormément de données. C'est très difficile, vu d'abord le nombre de l'exposition à ces mélanges qu'on a actuellement. Est-ce que c'est relié, par exemple, c'est une question que j'ai souvent, est-ce que c'est relié à l'augmentation des maladies neurodégénératives telles l'Alzheimer? Nous savons que le Parkinson's, il y a un plus fort taux de Parkinson's chez certains agriculteurs qui utilisent certains pesticides. Donc, oui, la réponse est oui. Mais on ne sait pas non plus s'ils ont travaillé déjà ou les mères étaient exposées pendant qu'ils étaient petits. Donc, c'est difficile de faire le part, mais probablement la réponse est oui. Juste pour dire que oui, on a des études qui montrent que le plus fort taux qu'on a de
le retardateur de flamme dans le sang pour l'enfant et il est plus il est prone à des maladies de tension. On peut voir ça chez les enfants. Mais chez l'adulte, c'est difficile. Oui. Bonjour. Merci d'abord à la Fondation pour cette nouvelle soirée. Alain Chausson, moi je suis de l'association de consommateurs CLCV, Consommation, Logement et Cadre de vie. Et nous ne sommes ni anti-industrie chimique et nous ne jouons pas non plus sur les pleurs. C'est vraiment pas notre démarche. Mais je voudrais apporter à la fois un témoignage et une proposition à votre dernière question. Que fait-on, comment fait-on? Témoignage personnel, j'ai travaillé dans l'industrie chimique pendant 20 ans, je connais bien, dans des unités qui fabriquaient des produits dont nous parlons, dont nous connaissions parfaitement les effets, au point que sur les sites de production, il ne fallait pas être en contact avec ces produits-là. Et ces mêmes produits étaient mis sur le marché, quelquefois en très grande distribution, et utilisés sans aucune information et sans aucune prévention. Alors, question, quand on sait les choses pertinemment et qu'on les laisse faire, ça se qualifie comment? Deuxième aspect, nous avons vu, y compris au niveau européen, alors que nous avions fait des propositions au niveau national avec un certain nombre de groupes de l'industrie chimique, avec l'UIC aussi, pour des alternatives à un certain nombre de molécules, de telle sorte qu'on anticipe, que l'on innove avant qu'il soit trop tard. On nous a répondu, vous avez raison. Mais j'ai encore en tête le dirigeant d'une grande entreprise nous dire, mais tant que la législation d'un pays nous permettra de le mettre sur le marché, nous continuerons à le faire. Résultat, ce produit a fini par être interdit et les unités qu'il fabriquait ont fermé. C'est un bon bilan économique. Et au plan européen, nous avons aussi vu très concrètement, avec notre bureau européen des unions de consommateurs, comment l'industrie chimique européenne, dans son ensemble, s'est mobilisée pendant des années pour freiner le plus possible les décisions à prendre. Proposition, lors des dernières assises nationales de la recherche, c'était il y a un peu plus de 10 ans, voilà, j'arrive, mais... Et je vais terminer justement par l'expertise qui a été appelée de populaire, mais je dirais plutôt de consommation et d'usage. Nous avions fait cette proposition il y a un peu plus de 10 ans pour sortir de ces guerres tranchées là. De dire, sur des sujets aussi graves, essayons de procéder par consensus et par confrontation des différentes expertises. Des expertises qui doivent être pluralistes. Beaucoup d'études ont été remises en question et chaque fois on me disait elle n'est pas valable parce qu'il manquait telle spécialité dans l'équipe. Donc expertise pluraliste, contradictoire, nous les confondons toutes ces expertises, dont celle de consommateurs, usagers, citoyens. Et petit à petit, par consensus, nous arrivons à nous mettre d'accord sur ce qu'il faut arrêter de faire. Quand on sait les choses, on arrête. Quand on doute, on s'abstient. Et quand on ne sait pas, on continue à chercher. Et on nous a dit oui. On nous a dit oui, c'est intéressant. Et dernier point, je termine, sur le carré d'innovation. Là, je suis vraiment désolé, mais c'est impossible d'être d'accord avec votre vision des choses. La demande sociale, la demande consommateur et usager, c'est aussi une expertise. Et elle doit être intégrée dans tous ces processus. Alors, une prise de parole riche, avec beaucoup de questions. Qui va se lancer pour les premières réponses? Patrick Lévy.
Peut-être sur la question du consensus scientifique, qui est vraiment un point extrêmement important sur le sujet des perturbateurs endocriniens. Vous avez parfaitement raison. On doit absolument sortir de ces querelles d'école sur ce sujet et bâtir du consensus au niveau approprié, c'est-à-dire au niveau européen, voire au niveau international, sur un tel sujet. Donc l'idée d'agir dans les instances appropriées, au CDE, au EU, etc., pour bâtir du consensus scientifique, est une excellente façon d'harmoniser les choses au niveau mondial et d'être dans une réelle démarche de progrès, de sortir de ces querelles. Donc on ne peut qu'y être absolument favorable. Le niveau approprié, c'est le niveau européen, à l'évidence. Il faut trouver le consensus au niveau européen. Et nous portons dans nos positions ce projet. Autre point, c'est qu'il y a un point sur lequel on est parfaitement d'accord avec Barbara Devenec, c'est probablement la plupart d'entre vous, c'est qu'aujourd'hui, c'est le temps d'action. C'est-à-dire qu'on doit légiférer sur ce sujet. L'industrie porte ce message depuis des années. Elle demande à ce que le processus soit accéléré. Elle demande à la France, je le dis formellement, de trouver lors de la prochaine réunion, la semaine prochaine, des voies pertinentes de consensus pour avancer sur ce dossier. Nous n'avons que trop tardé. D'autres éléments de réponse? Alors, oui, merci monsieur pour ces quelques idées. Vous avez absolument raison. Il y a possibilité, je voudrais rebondir sur une idée que vous avez, que cette innovation, c'est souvent la réglementation qui va pousser à l'innovation. Vous parlez avec des chimistes aujourd'hui qui sont de mon âge, et ils vont dire oui, mais quand moi j'ai fait la chimie de synthèse, personne m'a demandé de faire une molécule qui était biodégradable. Aujourd'hui, on va faire cette chimie, de synthèse avec des molécules vertes. On fait une chimie verte. C'est possible. Ça pousse à l'innovation et vraiment, il y a moyen de concevoir des molécules qui ne vont pas durer dans le temps dans notre environnement ni dans notre corps. Donc, ça peut pousser à la fondation de nouveaux entreprises. Bon, Damien, il travaille dans une entreprise qui va faire des tests. Il y a une pléthore d'activités qui peuvent dériver de ces réglementations. Vous avez juste dit au début de vos premières idées, de 5 idées de... Le premier, c'était limiter la réglementation, les lois qui servent pas. Non, éviter l'empilement. Empilement. Ok. Pas sûr. Sûr. Oui, le feu dans Grenfell Towers à Londres était parce qu'il n'y avait pas une réglementation urbaine mise en place. Non. D'autres compléments sur cette question? Je vais juste vous donner un exemple. 50% des lois qui sont votées par le Parlement français ne sont pas appliquées. C'est ça la surréglementation. C'est pas évidemment la protection de la population, la lutte contre le feu, c'est évidemment pas ces éléments-là. D'autre part, monsieur, quand je parlais d'expertise populaire, j'avais une autre idée que celle des associations de consommateurs. C'est pas à vous que je pensais à l'évidence, mais à des groupes constitués qui défendent aussi probablement un certain nombre d'intérêts. Alors vous faites le signe de la télévision, c'est ça, non? Ah, dans le cas, d'accord. Si, oui, non, mais il y a l'innovation, tout le monde y a sa place, c'est l'objet d'un débat social. J'ai même parlé d'acceptabilité sociale du risque. Le risque, c'est pas toujours le danger. Après tout, on vit dans une société un peu paradoxale. Je ne sais pas si vous l'observez autour de vous, mais les Français ont parfois un comportement un peu irrationnel. Et je suis le premier d'ailleurs, c'est pas du tout un jugement de valeur. On boit de l'alcool, on fume, on traverse la route dans des conditions qui sont parfois spectaculaires. Et puis à côté de ça, on veut une assurance tout risque pour l'ensemble des produits que nous consommons. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans ce domaine. Et ce que je voulais dire par là, c'est que le principe de précaution a du sens dès lors que la parole est rendue à la science. C'est-à-dire que quand je dis il n'y a pas d'expertise populaire, c'est-à-dire que la vérité scientifique n'est pas déterminée au suffrage universel. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne mets pas du tout en cause CLCV que je connais très bien et dont j'apprécie l'activité, mais c'est une autre démarche que je visais. L'expertise scientifique n'est pas unique. Elle n'est pas unique, elle mérite d'être confrontée, mais entre scientifiques.
Non, pas pour l'instant. Si on prend la salle, il lève la main depuis un petit moment. On va savoir, je vous donne la parole. Merci à la Fondation Robertin pour cet échange et cette soirée qui, à mon avis, est précieuse pour confronter des idées. Je voudrais revenir sur le carré de monsieur Perry. Je trouve qu'il est peut-être symptomatique d'une vision, une vision du monde et qui, quelque part, on transcrit après dans les problèmes politiques et les problèmes de santé. L'environnement est un des points du carré dans cette métaphore. Je pense qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui montrent que l'équilibre de l'écosystème Terre dans lequel on vit est en péril. Et donc, concrètement, cette dimension-là est un socle de l'activité humaine, un socle de l'activité économique. Donc, on ne peut pas concevoir l'environnement comme étant un des paramètres sur lesquels on peut jouer ou ne pas jouer. Et en l'occurrence, si on regarde justement les publications scientifiques sur le sujet, on constate qu'il y a de plus en plus d'éléments en fait, qui laissent à croire qu'on est en train de casser cet équilibre qui nous permet de manger, de construire, de boire, d'avoir un air respirable, etc. Et donc c'est précisément l'enjeu de la réglementation et de la capacité à l'être humain à se fixer des règles pour préserver cet équilibre-là qui nous est vital. Et comme vous l'avez mentionné précédemment, ça n'empêche absolument pas à ce que l'innovation puisse se déployer, justement répondre à ces défis formidables qui sont devant nous pour faire face aux enjeux environnementaux. Je dis un mot là-dessus. Voilà, je vous dis un mot, je me laisse pour qu'on se voit. Pour moi, l'environnement est évidemment non négociable. La question de la santé, comme la question de l'environnement, sont non négociables. Je pensais avoir été clair, je ne l'ai sans doute pas été. Ce carré de l'innovation, c'est science, précaution, économie, innovation. La santé, l'environnement se situent dans la précaution. Je crois avoir été en France un des premiers économistes à défendre l'idée que dans un monde fini, la croissance ne pouvait pas être infinie. En tout cas, pas sur les mêmes bases. Alors, dans l'histoire économique du monde, on s'est parfois trompé. On a estimé, par exemple, que la croissance de la population était impossible. Rappelez de l'histoire économique du XVIIIe et du XIXe siècle, on pensait que la quantité de population croissait de façon géométrique, alors que la quantité alimentaire produite croissait de façon linéaire. On a découvert, grâce à l'innovation, précisément, des techniques qui ont permis de nourrir l'humanité à 500 millions de personnes, 1 milliard au début du XXe siècle, et 7 milliards aujourd'hui, dans des conditions qui sont parfois satisfaisantes, parfois insatisfaisantes, mais sur lesquelles on travaille. Donc, dans mon esprit, la question de la santé et celle de l'environnement se situent dans la précaution. C'est la limite, pas de plafond technologique, en revanche, un plafond de protection de la santé et de notre cadre de vie. Une question devant. Je me situe, je suis pédiatre à la retraite et je me suis toujours intéressée à la santé environnementale et comme je suis assez vieille, j'ai vu l'évolution des maladies chez les enfants. Il y avait beaucoup de maladies infectieuses et puis maintenant, beaucoup moins, tant mieux. Mais il y a des nouvelles épidémies en fait, voilà, avec l'obésité, avec les malformations. Ça fait 20 ans, le professeur Charles Sultan est un des premiers il y a 20 ans à avoir dénoncé les pubertés précoces chez les petites filles d'agriculteurs, les anomalies des organes génitaux, maintenant l'infertilité chez les hommes, et puis maintenant aussi, il y a des études qui montrent que être à proximité de pesticides, des études ont été faites aux États-Unis chez des ouvrières agricoles qui ont montré qu'il y avait beaucoup plus d'autisme chez les enfants d'ouvrières agricoles qui travaillaient avec des pesticides que dans la population générale. Alors moi je lance un cri parce que c'est urgent, parce que l'autisme, on en parle beaucoup dans les réunions médicales, mais on ne parle pas de la cause, mais les gens qui ont des enfants autistes, c'est hyper difficile. La prise en charge, elle est compliquée, en fait, les diagnostics de plus en plus tôt, mais après les gens ils sont laissés comme ça, voilà, c'est très difficile. Donc il y a cette période des 1000 jours que l'OMS, qu'il faut prendre en compte, c'est la période entre la conception et les 30 premières années de la vie, parce qu'on passe d'une cellule à des milliards de cellules, et quand les cellules migrent, si vous êtes en contact avec un pesticide à un moment où les cellules neurologiques migrent,
eh ben, il peut y avoir une atteinte sur le cerveau. Quand vous prenez une cuite aiguë alcoolique au moment de la conception, c'est pareil, vous pouvez avoir des retards psychomoteurs. Donc, il me semble qu'il faut informer les gens. Et maintenant, les études, il y en a assez. Maintenant, c'est comme vous disiez, la santé, l'environnement, il faut que les gens soient au courant et qu'il y ait une espèce de consultation quand on veut faire un bébé. On dit aux femmes enceintes de ne pas boire d'alcool, la plupart du temps elles le font, de ne pas fumer, elles le font. Et bien, il faut leur dire aussi d'éviter les toxiques alimentaires, donc il faut manger bio, c'est pas très compliqué, ça coûte pas cher de manger bio. Leur dire de ne pas refaire la peinture de la chambre du bébé quand elles sont enceintes. Je veux dire qu'il y a des conseils de prendre du sel iodé. Il y a quand même des choses simples, même si on se trompe. Qu'est-ce que ça coûte de manger bio, un peu plus cher et encore, si on fait des paniers, nous on a essayé d'étudier des paniers quand on achète plein de trucs de sucreries et des paniers bio, au final ça revient au même. Donc je pense qu'on a une grosse responsabilité. Et madame, est-ce que vous intervenez auprès des formations médicales? Parce que le professionnel médical, moi j'ai fait une formation personnelle parce que ça m'intéressait, mais mes collègues ne sont pas tous au point là-dessus. Oui, merci madame. Je vais dire que je fais souvent des interventions des femmes médecins à Paris, etc. Mais je vois aussi des grandes conférences. Mais je peux dire qu'en septembre l'année dernière, j'ai fait le plénière des pédiatres endocrinologues européens. 3000 personnes dans la salle. Je prêchais aux convertis. Ces pédiatres sont au front. C'est eux qui voient les maladies des enfants. Alors là, je peux vous dire que là, je n'avais pas besoin d'argumenter quoi que ce soit. C'était évident pour eux que les données sont là, il faut faire quelque chose. Et vous avez absolument raison. Hein. C'est du bon sens de prévoir, de dire à des femmes en âge de procréer, qu'est-ce qu'on peut faire, de les aider. Mais il ne faut pas non plus culpabiliser ces femmes. C'est les gens, c'est la responsabilité de nos politiciens de protéger la population. Mais bon, on a dit les tests ne sont pas en place. On a dit qu'il faut aller plus vite. Tout le monde est d'accord ici qu'il faut aller plus vite. Mais en attendant, il ne faut pas mettre des produits sur le marché qui n'ont pas été testés. Il faut, et quand il y a le triclosan, ce biocide, le triclosan, on a fait, vous allez le trouver même dans les dentifrices, dans les sprays pour désinfecter les surfaces dans la cuisine, etc. N'oublions pas, c'est souvent les femmes qui sont les plus exposées de nouveau à ces produits parce qu'on court jusque maintenant, les femmes font plus le ménage que les hommes. Je ne suis pas en train de vous critiquer, messieurs, mais c'est quand même une réalité. Donc, les femmes sont les plus exposées, c'est les femmes qu'on va encourager à mettre des cosmétiques qui peuvent contenir des pharmaques, des parabènes, etc. Donc, vraiment, il faut, vous avez raison, plus d'informations, surtout diriger vers des femmes qui vont tomber des femmes. Merci pour cette réponse. Je vous propose qu'on prenne quelques-unes des questions qui sont arrivées sur le web. La première était pour vous, Barbara Demenex, une femme qui a lu votre livre et qui nous dit, dans votre livre « Le cerveau endommagé », vous évoquez le fait que les nitrates interfèrent avec le métabolisme thyroïdien. Pouvez-vous nous en dire un mot, s'il vous plaît? Oui, c'est bien démontré dans les régions agricoles où il y a non seulement des faux taux de pesticides, mais aussi des faux taux de nitrate parce qu'on va l'utiliser en tant qu'engrais. Le nitrate, il va inhiber la prise de l'iode par la glande thyroïdienne et donc, évidemment, on va trouver ça dans les liquides amniotiques. Ça va entraver la production de l'eau thyroïdienne par la mère et aussi quand la thyroïde de l'enfant va se mettre en route. Donc, on sait que dans cette région de France, il y a trop de nitrate dans l'eau. Il faut vraiment qu'il y ait une meilleure surveillance de ces taux de nitrate dans notre eau de boisson. Merci bien. On va rester dans l'eau avec une autre question.
On sait que des médicaments qui sont présents dans l'environnement peuvent être des perturbateurs endocriniens. Y a-t-il une liste bien définie et réglementée en Europe de ces polluants organiques qui sont les plus néfastes pour l'environnement? Où en est-on en termes de liste? Qu'est-ce qui existe? Comment elles s'appliquent? Comment elles sont créées? Alors, pour répondre à la question, je pense qu'il y a la DCE qui a défini une certaine liste de perturbateurs endocriniens. La directive cadre sur l'eau, voilà. Donc ça date d'une dizaine d'années, je crois. Et donc le but, c'était d'avoir un bon état écologique d'ici il y a 2 ans. Voilà. Donc c'était une trentaine à la base de pesticides. Et je pense que ça a augmenté. Alors je ne sais pas de combien, mais d'un bon facteur, 3 ou 4. Merci. Rappelons également que nous avons en France un plan micropolluants et résidus de médicaments dans l'eau qui comporte un grand nombre d'actions d'identification, de caractérisation, d'évaluation des risques. C'est un plan actif porté par un certain nombre de ministères, dont la Direction générale du travail, dont la Direction générale de la santé, pardon, et la DGPR. Pardon, vous n'entendez pas. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y a également au plan national un plan micropolluants et résidus de médicaments dans l'eau qui comporte un grand nombre d'actions qui a été revalidé l'année passée concernant l'évaluation, donc la caractérisation dans les milieux, des résidus de médicaments dans l'eau notamment, et l'évaluation des risques. Donc c'est très actif, très important en France. Barbara Devenec, vous vouliez compléter? Je voulais juste prendre l'exemple des Suisses. Je ne sais pas si les gens sont au courant en Suisse, parce que l'opinion publique a voulu une meilleure qualité de l'eau. Ils ont instauré une petite taxe, c'est 10 francs suisses par an pour chaque foyer, et qui prévoit de mieux contrôler les polluants dans l'eau, dans les micropolluants et certains perturbateurs endocriniens. Et donc, c'est vraiment, je pense que tout le monde serait prêt à payer 10 euros par an par foyer pour avoir quand même une meilleure qualité d'eau. Mais c'est vrai que ça coûte cher, et pour le moment, les stations d'épuration ne sont pas de quantité de pesticides et de nitrates dans l'eau, ce n'est pas tous les jours qu'ils vont vérifier ça. Merci. Non. Ok. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Le vin n'est pas oui, c'est ça. On fait les petits. Vous passez la parole après. Bonjour. On parle beaucoup des produits chimiques, mais j'ai aussi une question par rapport aux produits qui sont naturels, puisque certains peuvent aussi être suspectés d'être perturbateurs endocriniens. On entend souvent parler des huiles essentielles, donc je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Et j'avais une deuxième question sur ce point-là, notamment les huiles essentielles. On a parlé de REACH. Elles sont souvent produites à des quantités inférieures à 1 tonne, donc elles ne rentrent pas dans le cadre de la réglementation REACH. Du coup, est-ce que ça peut être testé et comment faire avec cette produit? Merci. Alors, REACH, les huiles essentielles, par rapport aux ex. Oui, alors, vous avez absolument raison, et M. Perry l'avait aussi souligné, il y a certaines substances naturelles qui sont, d'abord les poisons, le strychnine en est un exemple. Évidemment, les plantes se protègent contre les autres animaux qui vont les manger. Donc, le génistine, c'en est un dans le soleil. Alors, pour les huiles essentielles, c'est vrai, c'est la deuxième fois qu'on me pose cette question dans une réunion de ce genre. Et je dois admettre que jusque maintenant, je n'ai pas vu de données sur les huiles. La dernière fois qu'on m'a posé cette question, il n'y a pas plus que 3 semaines, c'était pour les huiles de lavande qui est souvent utilisée, paraît-il, pour contre les poux dans les écoles. Alors, je vous jure que je vais tester ça dans le labo. On va tester, on va voir ce que ça donne. Parce qu'effectivement, ça m'a soulevé pas mal d'inquiétudes. Surtout parce que quand j'ai regardé le flacon, après, j'ai vu que c'était très clairement ne pas mettre sur les enfants de moins de 3 ans. Alors, si on ne met pas sur les enfants de moins de 3 ans, ok, pourquoi? ça pose question, vous avez raison. D'autres éléments de réponse sur la question?
Vous avez raison, s'agissant de REACH, qu'il y a un seuil de tonnage à Hilton. Donc, lorsqu'on est inférieur à Hilton, il n'y a pas d'obligation réglementaire de réaliser des études. Vous avez parfaitement raison de le mentionner. Un certain nombre de ces huiles essentielles sont utilisées également dans le secteur agroalimentaire. Elles font donc l'objet d'une évaluation en regard de la réglementation alimentaire, feed food, notamment au niveau européen qui est appliqué en droit national. Et donc elles sont souvent, ces huiles essentielles, évaluées via ces réglementations, même si elles ne franchissent pas le seuil de la tonne. Damien, sur le volet test des huiles essentielles, on en a compris. Vous en avez pas? Non, Vous en avez fait? pour compléter, non, sur les huiles essentielles, on n'a pas fait encore de test. Et du coup, c'est vrai que c'est pas très présent encore dans REACH. Donc voilà, c'est encore assez absent. Il faudrait réglementer aussi sur voilà, ces huiles essentielles. Il y a des réglementations au niveau de la lavande. Oui, mais pas dans le cadre de REACH. Après, ça peut recouper d'autres réglementations, mais pas dans ce cadre-là. Je vous donne la parole. Oui, bonjour, donc je fais partie de l'industrie chimique. J'ai entendu un certain nombre de choses qui m'ont un petit peu ébranlé, mais je suis quand même là et content de pouvoir discuter avec des gens qui ont des points de vue qui ne sont pas forcément les miens. Juste de partager que quand on parle d'interdiction potentielle par rapport à des dangers, j'apprécie beaucoup le fait de se polariser sur les populations sensibles. À quoi ça sert d'interdire un perturbateur endocrinien qui n'aurait pas l'exposition sur les populations sensibles, premier point. Et deuxième, est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui ont une idée de la substitution, qu'est-ce que ça représente en termes de temps et de finances? Parce qu'on peut interdire tout ce qu'on veut, dans le cas du bisphénol A, qui a été remplacé par des substituants qui ne sont pas meilleurs, parce que les industriels, malgré tout, doivent avancer. Quand ils ont un problème économique et faire tourner leur société, ils vont chercher des solutions qui ne sont pas toujours les bonnes. Alors, oui, les industriels, on dit toujours, demandent du temps. J'ai entendu qu'ils veulent faire de l'argent. Non, c'est pas aussi simple que ça, même si nous ne sommes pas des philanthropes. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes au courant de comment on essaye de faire avancer le système dans nos sociétés? De vous rappeler aussi qu'il y a de moins en moins de sociétés qui innovent parce que les coûts augmentent tellement, au bout d'un moment, on n'est pas capable de suivre. Patrick Lévy a mentionné qu'en France, 80% des producteurs de chimie sont des PME. Qu'est-ce que vous dites à une PME qui, du jour au lendemain, voit son produit principal disparaître? Voilà, c'est aussi ça la réalité. Ça ne masque pas du tout les questions de santé, préoccupations de la santé environnementale. Moi aussi, j'ai des enfants, des petits-enfants, et je ne pense pas être, entre guillemets, un criminel. Je cherche des solutions qui sont viables et je vous interroge sur connaissez-vous comment ça se passe dans le monde industriel pour faire avancer. Alors on peut citer des tas de cas qui ne marchent pas, Servier ou d'autres, peu importe, comme l'a dit M. Lévy, il y a toujours des gens qui dysfonctionnent. Moi je m'intéresse à ceux qui veulent faire avancer la science et je peux dire, ça fait 30 ans que je suis dans la toxicologie, ce que l'on connaît aujourd'hui des produits est bien supérieur à ce qu'on connaissait il y a 30 ans. Je me sens dans un monde plus sûr, même si vous êtes persuadé qu'on est entouré d'énormément de polluants. Et je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, loin de là. Je dis, mettons les bonnes priorités au bon endroit et construisons plutôt que de toujours opposer les méchants industriels et la population. Merci pour cette intervention. Effectivement, vous attirez notre attention sur la substitution. C'est un sujet extrêmement intéressant dont on n'a pas encore parlé. C'était l'exemple du bisphénol A qui va être remplacé par des molécules qui sont peut-être plus préoccupantes. On a d'autres exemples dans l'histoire, notamment dans le milieu des pesticides avec l'atrazine, qui arrive il y a quelques années, remplacé par le glyphosate. On peut un dessin, on lit le glyphosate tous les jours dans les journaux, on a bien fait de remplacer l'atrazine par le glyphosate. On pourra en débattre. Alors, sur la substitution, comment ça se passe? On avait repris, il y a un besoin d'innovation, mais il y a aussi un besoin de test, tout ça prend du temps. Alors voilà, comment ça se passe? Quelle réponse à ce besoin d'innovation et de substitution de ces molécules très préoccupantes? Bon, monsieur, vous avez très bien dit, c'est un problème à multiniveau et multifactoriel. Qu'est-ce que vous dites à une petite entreprise qui voit son... D'abord, on devrait
On devrait essayer de diversifier les productions, ça c'est clair. Maintenant, prenons le cas des pesticides. On sait, l'INRAE a publié, les Nations Unies ont publié qu'on peut diminuer de 50% la quantité de pesticides qui sont utilisés. Ils ont même écrit que c'était un droit d'être exposé à moins de pesticides. Bon, vous avez des compagnies qui produisent des pesticides. Ceci est un problème politique, ce n'est pas un problème ni de l'industrie, type d'industrie que vous citez ou d'autres. C'est une histoire de politique, de législation, de comment quel type d'économie, quel type de monde dans lequel on veut vivre, évidemment, ça va toucher à des domaines qu'on ne peut pas discuter ce soir, sur l'emploi, la manière dont on protège l'emploi, où on convertit des gens à d'autres choses. Ce n'est pas une simple histoire de fermer une société ou ouvrir une autre. C'est beaucoup plus complexe. Ça touche à la formation des gens, ça touche à la fluidité dans le marché de l'emploi et ça touche aussi à la manière dont on fait notre agriculture aujourd'hui. Joe Thornton, qui a écrit le boîte de Sandoz sur l'industrie chimique du chlore, a dit que quand on enlève les pesticides de l'agriculture, il faut mettre deux choses d'autres, les connaissances sur la biodiversité et le main-d'œuvre. Je vous laisse broder sur ce type d'idée. À dire sur la substitution. Peut-être, pour donner une chance à notre ami économiste de reprendre le flambeau sur ce sujet, rappeler que c'est rarement la réglementation qui conduit à une substitution efficace durable. La substitution, c'est dans les gènes de la chimie. La chimie, elle n'a pas d'autre chose que de remplacer les produits pour les rendre plus efficaces et plus sûrs. Elle est marquée dans son histoire par ce processus. C'est dans sa relation permanente avec ses clients et les clients de ses clients pour aller jusqu'au consommateur final qui permet d'apporter en permanence des nouveautés qui répondent à vos besoins. Parce que la chimie, elle n'est pas faite pour atteindre votre santé, pour polluer l'environnement. Elle est d'abord là pour répondre à vos besoins, pour vous apporter du bien-être, pour vous soigner, pour vous apporter des fruits et légumes de qualité à bas prix qui pourront nourrir l'ensemble de la population. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension-là, elle est extrêmement importante. Donc, quand on parle de substitution, l'équation elle est compliquée. Il faut apporter la fonctionnalité et l'efficacité voulue par l'utilisateur, le consommateur. Une solution qui est économiquement acceptable, qui ne déplace pas les risques. On améliore l'environnement, on atteint la santé. De l'inverse. Ça veut dire qu'il faut que la solution de substitution elle soit parfaitement évaluée. Et ça, aujourd'hui, pour revenir au cas du BPA, certes, une substance qui est toxique par reproduction et qui sera probablement considérée comme un perturbateur endocrinien au niveau européen. C'est une substance, probablement la substance qui est la mieux évaluée. Donc on sait parfaitement ce qu'elle est et dans quelles conditions elle peut conduire à une expression des risques. Par rapport à des solutions de substitution, on est loin d'avoir cette connaissance. Donc il faut aussi avoir, par rapport à des solutions clés en main, trop rapides, avoir un niveau de connaissance qui soit satisfaisant, ce qui nécessite de faire des études. Donc la substitution, c'est vraiment pas si simple que ça. Un complément sur la substitution. Un petit complément, c'était pour répondre à votre question. Du coup, je pense que les PME, elles commencent par rechercher des molécules, et du coup, avant d'atteindre 1 tonne par an, ce qui est le seuil réglementaire, il y a l'innovation qui peut être faite justement pour essayer d'aller vers des molécules qui sont peu dangereuses. Après, je suis tout à fait conscient qu'il y a un coût pour les industriels, hein, c'est évident. Mais n'empêche que voilà, ces PME ont d'abord la phase de R&D d'apport qui permet de sélectionner des molécules qui sont les moins nocives possibles. Donc ça signale que ça peut se faire. Pascal Perry, sur le volet économique. Oui, mais économique et sur la question sociale aussi. Je crois poser la question dans quel monde on veut vivre. C'est la question de l'acceptabilité sociale. Le progrès comporte un prix à payer. Il y a toujours des risques quand on innove. L'histoire de l'innovation, c'est en réalité l'histoire du risque. Le risque, on peut l'encadrer. 1, on peut le déterminer. 2, on peut le gérer.
Et le risque peut également être mesuré en termes d'exposition. Après tout, il y a des populations, vous l'avez dit, les uns et les autres, qui ne sont pas exposées, d'autres qui sont surexposées en raison soit de leur situation géographique, soit de ce qu'elles sont à l'état naturel. Bien. Est-ce qu'il est possible de travailler dans ce domaine? Est-ce qu'il est possible de faire des progrès sans pour autant remettre en cause la question de l'innovation? Sur l'agriculture, vous l'avez évoqué, la question des substituts, elle se pose. Mais vous ferez observer que dans l'agriculture bio, 57 produits, qui sont des produits pesticides, sont autorisés. On voit bien que, y compris quand on fait du bio, il y a des produits dont on a du mal à se passer. De la même façon, les agriculteurs vous diront que l'ammonitrate, c'est un mot qui fait peur, mais l'ammonitrate est utile pour la croissance végétale. On ne serait pas capable de produire les quantités qui sont exigées par le marché, par la demande aujourd'hui, si on se passait d'ammonitrate. Est-ce qu'on peut le substituer? Pour le moment, il n'y a pas de réponse dans ce domaine. Donc, je crois que, pour terminer là-dessus, le débat sera possible si on sort des fixations. Souvent, il y a des postures. Tout à l'heure, vous avez posé la question, l'un d'entre vous a posé la question sur la responsabilité des industriels dans l'état du débat aujourd'hui. C'est vrai que les industriels ont aussi une part de responsabilité. Il y a une omerta des deux côtés de la société, mais il ne faut pas se cacher non plus que de l'autre côté, il y a aussi des groupes de pression politique qui se sont engouffrés dans le débat pour dénoncer le marché, le capitalisme, sous couvert de débats qui sont des débats parfois peu scientifiques. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le débat soit possible dans des conditions apaisées, pour reprendre la formule de Renan, que la raison guide le monde et qu'on sorte de l'émotion et de la passion. Barbara Denis, vous voyez réagir tout à l'heure, vous voulez compléter? Je voulais juste revenir sur cette idée de risque et de... Parce que monsieur a dit qu'on connaît qu'il y a des populations à risque et d'autres qui ne sont pas. Aujourd'hui, par exemple, le BPA, il est impossible de faire une expérience sur le BPA parce que tous les animaux, tout le monde est exposé au BPA. On ne peut pas faire un contrôle. Donc voilà, tout le monde est exposé. Les autres problèmes sont exposés à plein de choses aussi. Donc malheureusement, on ne peut pas limiter le risque à certaines populations parce que beaucoup de substances, l'exposition est trop ubiquitaire. Ça, c'est la première chose. Alors, pour les histoires, évidemment, de substitution, on en a parlé beaucoup de substitution. On n'a pas utilisé encore, corrigez-moi si j'ai tort, de substitution regrettable parce que le BPA, effectivement, c'était remplacé par le BPS. Oui. Nous le savons aujourd'hui, est tout aussi mauvais. Bon, mais la question est pourquoi on a vraiment besoin d'utiliser le BPA, pourquoi notre vie est devenue tellement dépendante de ces plastiques? Parce qu'après tout, c'est un plastifiant. Donc voilà, il faut poser la question, et là, de nouveau, on va trouver des réponses en innovant et mieux testant les substances. Vous voulez réagir au propos de... Il faut faire attention à ne pas confondre la présence de molécules vraiment à l'état de trace, mais vraiment au niveau des seuils analytiques. Il faut rappeler qu'en quelques décennies, on a fait des progrès considérables. On est capable de détecter des molécules qui équivalent quasiment à une goutte d'eau dans le lac Léman, ou un grain de riz dans un train de 1000 tonnes. C'est-à-dire qu'on a atteint des capacités analytiques qui permettront à terme de trouver énormément de molécules dans tout un tas de molécules. Bon, c'est une réalité, on peut la contester, on peut s'en étonner, on peut poser des questions, c'est une réalité. Aujourd'hui, on est extrêmement éloigné des valeurs seuils qui conduisent à des effets sanitaires ou environnementaux. Donc on fait cette confusion permanente entre la présence et l'effet. Il y a un certain nombre d'agences sanitaires, de scientifiques, qui déterminent des valeurs seuils, et on fait la confusion entre des concentrations extrêmement basses et des niveaux qui peuvent entraîner des effets sur la santé de l'environnement. Il faut faire attention. Donc pour compléter, en fait ça prend pas en compte l'effet des mélanges. C'est-à-dire qu'en fait par exemple, celui que je connais bien, les fongicides azolés, en fait, on a une vingtaine, une trentaine de molécules de la même famille, en fait, qui ont un effet synergique.
Donc, des fois, il y a des effets antagonistes, hein, mais des fois, les effets sont synergiques. La plupart du temps, sur une même famille de molécules, elles sont synergiques, et du coup, on ne prend pas du tout en compte l'additivité de ces molécules. Et du coup, ça, voilà, c'est un gros problème dans l'évaluation des dangers et des risques. Et du coup, les seuils sont souvent, peuvent être dépassés dans ce cas-là. On passe du nanogramme au microgramme par litre, et là, ça devient plus compliqué. Un dernier mot pour Barbara Delnex, et on conclura juste après. Oui, je voulais juste terminer sur cette idée que cette exposition à des mélanges, ça rend difficile de... On se pose la question au niveau européen aujourd'hui de savoir comment on va tester les substances, étant donné que le niveau de base pour tout le monde va être légèrement différent. On connaît des substances auxquelles tout le monde est exposé. Est-ce qu'il faut maintenant tester un nouveau produit en présence de ces mélanges qui sont chez tout le monde? C'est une autre question. Mais le dernier mot, si je peux me permettre, c'est comment on établit des responsabilités. Qui est responsable? Quand il s'agit d'une molécule, une substance produite par une compagnie, on sait qui est en cause. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une situation aujourd'hui où malheureusement, on ne sait plus à qui tourner pour dire, mais qui est responsable de nos faits. Et innovation. Mais c'est vrai, on peut vraiment, en cause légale, la responsabilité. Parce que j'ai entendu des producteurs me dire, mais comment vous savez que c'est mon produit quand vous êtes tous exposés à d'autres choses? C'est très difficile d'établir ces responsabilités. Je vous propose de conclure sur ce dernier mot, de conclure cette soirée. Je tenais d'abord à vous remercier, l'ensemble des 4 conférenciers, d'être venus ici et de nous avoir fait partager vos connaissances, votre vision sur cette question qui a permis d'animer un riche débat. Je vous remercie également à vous d'avoir assisté à ce débat dans la salle. Non, les diaporamas ils sont systématiquement déposés sur la chaîne YouTube de la Fondation avec l'enregistrement de l'ensemble de la conférence, si les conférenciers en sont d'accord. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement, d'avoir participé à ces échanges. Je remercie également l'ensemble des partenaires de la Fondation qui nous permettent de réaliser ces actions-là. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence, parce qu'elle est déjà programmée, sur un thème totalement différent, tox, écotox et situations d'urgence. On va conclure comment on peut utiliser la toxicologie et l'écotoxicologie pour répondre à des situations vraiment d'urgence, comment les services locaux, les services de l'État utilisent cette discipline, et ça se passera le 28 septembre. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un bel été, et je vous dis à bientôt.